Bonjour, chers élèves. Le cours d'aujourd'hui va porter sur les tumeurs non épithéliales. Dans ce cours, on va se baser sur la nomenclature des les principales caractéristiques cliniques, macroscopiques, microscopiques et évolutives des tumeurs non épithéliales, incluant les hémopathies malignes, les proliférations mélanocytaires, les tumeurs conjonctives fibroblastiques et myofibroblastiques, les tumeurs adipocytaires, les tumeurs musculaires lisses, les tumeurs musculaires striées, les tumeurs vasculaires, les tumeurs à différenciation incertaine, les tumeurs du squelette ostéoformatrice, les tumeurs du squelette chondroformatrice, les chordomes, le sarcome de Ewing et les pnettes, les tumeurs mésothéliales, notamment le mésothélium malin, les tumeurs stromales digestives, les tumeurs du système nerveux central et périphérique, les tumeurs germinales, testiculaires, ovariennes et extragonadiques, et les tumeurs du blastème. Donc le plan du cours est détaillé sur cette diapositive, ainsi que sur celle-là. En guise d'introduction, il faut savoir que les tumeurs non épithéliales sont très hétérogènes et peuvent être séparées en plusieurs groupes selon leur morphologie et leur origine. Elles appartiennent à différents domaines de la pathologie. On va commencer par les hémopathies malignes. Donc, les hémopathies malignes sont développées à partir des cellules d'origine hématopoïétique et sont classées en 4 lignées de différenciation. Il y a la lignée myéloïde, la lignée lymphoïde, la lignée histiocytaire et dendritique et la lignée mastocytaire. Ces hémopathies malignes se manifestent soit par une leucémie, lorsqu'il y a un envahissement sanguin et médulaire, soit par un mode tumoral. On parle alors de lymphome pour les hémopathies lymphoïdes. En anatomie pathologique, le diagnostic d'hémopathie maligne est habituellement porté soit sur un prélèvement tissulaire d'une adénopathie ou d'une lésion tumorale, parce que vous savez que les lymphomes peuvent se localiser non seulement au niveau des adénopathies, mais ils peuvent être en extraganglionnaire, comme dans le tube digestif, le poumon, la peau, le cerveau, l'os, etc. Soit sur une biopsie réalisée lors d'un bilan d'extension. Le bilan d'extension des lymphomes comprend entre autres une biopsie médulaire, une biopsie hépatique si c'est nécessaire, ou des biopsies d'autres organes. Ou plus rarement sur un prélèvement liquidien. Donc, par exemple, un LCR, une ascite, un épanchement pleural, à la recherche de cellules malignes lymphoïdes. L'immunohistochimie est presque toujours nécessaire au diagnostic anatomopathologique des hémopathies. Elle permet habituellement de préciser l'origine et le phénotype de la prolifération hématopoïétique. Sur les prélèvements tissulaires parvenus non fixés, c'est-à-dire frais, il est possible de réaliser des appositions permettant une étude cytologique. On peut réaliser aussi sur ces prélèvements frais de la congélation pour des études en biologie moléculaire. On peut réaliser aussi de la cytogénétique et de la cytométrie en flux. Ces techniques, elles apportent des renseignements complémentaires et sont parfois indispensables pour classer précisément la maladie. On va parler des hémopathies. Donc on a dit qu'on peut classer ces hémopathies en 4 grands groupes. On va commencer par les hémopathies myéloïdes.
Elle se développe à partir des cellules souches hématopoïétiques précurseurs de la lignée myéloïde. Et vous savez que ces lignées myéloïdes comprennent la lignée érythrocytaire, granuleuse et mégacariocytaire. Les érythrocytes, c'est pour les globules rouges, les granuleuses pour les globules blancs et les mégacariocytes pour les plaquettes. Toutes ces lignées peuvent être à l'origine d'une hémopathie myéloïde. Elles sont le plus souvent diagnostiquées par les hématocytologistes, on les appelle aussi les hémobiologistes, ou là les hématologues aussi peuvent faire de la cytologie de la moelle osseuse, ainsi que des frottis sanguins. Mais les pathologistes sont parfois sollicités lorsqu'il existe une localisation extramédulaire ou pour évaluer une fibrose ainsi que la richesse médulaire sur biopsie ostéomédulaire. Mais en général, le diagnostic n'est pas porté par les anapathes, mais beaucoup plus par les hémobiologistes ou là les hématologues eux-mêmes. On rappellera seulement les trois principales catégories de néoplasie. Je ne vous demande pas de retenir en détail tout cela, parce que vous allez revoir ça dans le module d'hématologie en 4e année. Mais on va citer les principales hémopathies myéloïdes. Il y a ce qu'on appelle les leucémies myéloïdes aiguës, les leucémies aiguës myéloblastiques, les LAM, les leucémies aiguës myéloblastiques. Il y a les syndromes myéloprolifératifs et il y a les syndromes myélodysplasiques. Dans la leucémie aiguë myéloblastique, elles sont caractérisées par l'accumulation dans la moelle osseuse de précurseurs hématopoïétiques myéloïdes immatures avec disparition de l'hématopoïèse normale. La classification la plus répandue, la classification de Fab révisée, distingue 8 catégories de leucémie aiguë myéloblastique qui sont classées de M0 à M7, M0, M1, M2, etc. jusqu'à M7, selon la maturation des cellules de la lignée de différenciation. Les syndromes myéloprolifératifs, elles sont habituellement associés à la production excessive de cellules myéloïdes matures. Donc, regardez la différence entre la leucémie aiguë myéloblastique, c'est l'immaturité des cellules hématopoïétiques dans la LAM et la présence de cellules myéloïdes matures dans les syndromes myéloprolifératifs. Les principaux syndromes myéloprolifératifs sont les suivants. Il y a la leucémie myéloïde chronique avec la fusion du gène BCR-ABL, leucémie chronique apolynucléaire neutrophile sans réarrangement BCR-ABL, la maladie de Vaquez, la thrombocytémie essentielle et la myélofibrose primitive. Les syndromes myélodysplasiques, donc le troisième sous-groupe, c'est les syndromes myélodysplasiques. Ils représentent un groupe d'affections clonales des précurseurs myéloïdes caractérisés par une hématopoïèse inefficace par défaut de maturation avec cytopénie et comportent un risque de transformation en leucémie aiguë. Parmi ces syndromes myélodysplasiques, il y a ce qu'on appelle l'anémie réfractaire sidéroblastique et l'anémie réfractaire avec excès de blast. Donc je ne vous demande pas bien sûr de retenir tous ces termes-là parce que c'est très compliqué à votre niveau et c'est même parfois très compliqué pour un pathologiste qui ne fait pas de l'hématopathologie. Mais je vous demande au moins de retenir les grands chapitres des leucémies myéloïdes, c'est-à-dire c'est quoi une leucémie aiguë myéloblastique, c'est quoi un syndrome myéloprolifératif et c'est quoi un syndrome myélodysplasique. Il faut savoir que ces syndromes existent et qu'il faut faire un diagnostic. Parfois c'est très urgent, comme par exemple dans la leucémie aiguë myéloblastique, et parfois il faut aller vers des explorations complémentaires. Comme on a dit dans le chapitre précédent, rechercher par exemple cette fusion de gènes BCR-ABL,
faire des biopsies ostéomédulaires pour diagnostiquer une maladie de Vaquez, thrombocytémie essentielle, myélodysplasie, myélofibrose primitive. Connaître après c'est quoi une anémie réfractaire, une anémie sidéroblastique et une anémie réfractaire avec excès de blast. C'est des diagnostics très difficiles et qui nécessitent des spécialistes en hématopathologie. Les hémopathies lymphoïdes, là je vous demande par contre une petite attention pour mieux comprendre c'est quoi ces hémopathies lymphoïdes parce que ce sont les plus fréquentes. Il faut savoir que plus de 80% des hémopathies lymphoïdes dérivent de la lignée B. La classification OMS distingue les proliférations des précurseurs lymphoïdes B ou T, les lymphomes B, les lymphomes T et NK, NK pour Natural Killer, c'est un dérivé de lymphocyte T, et la maladie de Hodgkin. Les lymphomes touchent souvent les ganglions lymphatiques, mais plus de la moitié des lymphomes ont une localisation initiale extraganglionnaire. Donc retenez que les lymphomes n'existent pas seulement au niveau des ganglions, mais on peut les trouver en extraganglionnaire lymphatique, en digestif, sur la peau, au niveau du poumon, au niveau d'autres organes comme la thyroïde, le système nerveux central, etc. En particulier, les lymphomes développés à partir du système lymphoïde associé aux muqueuses, ce qu'on appelle les lymphomes de type MALT, mucosal associated lymphoid tissue, le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, et qui sont très fréquents. Certaines hémopathies lymphoïdes se présentent souvent sous forme leucémique, comme les proliférations des précurseurs lymphoïdes. C'est ce qu'on appelle les leucémies lymphoblastiques. On a vu tout à l'heure les leucémies myéloblastiques. Là, on les appelle les leucémies lymphoblastiques ou la leucémie lymphoïde chronique. Donc, lymphoblastique, lorsqu'on parle de lymphoblastique, c'est aigu. Et lorsqu'il n'y a pas de blast, on passe à la leucémie lymphoïde chronique. Mais des hémopathies lymphoïdes de même nature peuvent se présenter sous forme essentiellement tumorale et sont alors dénommés lymphomes, respectivement le lymphome lymphoblastique et le lymphome lymphocytique. Les lymphomes ganglionnaires et extraganglionnaires ont un aspect macroscopique typiquement chair de poisson, c'est-à-dire comme la chair de poisson, comme la viande de poisson, entre guillemets. Vous savez que la viande de poisson est en général blanc, nacré, luisante et homogène. Regardez, là c'est un ganglion lymphatique qui est atteint d'un lymphome. Et regardez que le ganglion ressemble à de la chair de poisson. Les hémopathies lymphoïdes sont des entités d'agressivité très variables. Les lymphomes sont séparés en deux groupes ou sont classés en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle la maladie de Hodgkin et tous les autres lymphomes, on les appelle les lymphomes non hodgkiniens. La maladie de Hodgkin est particulière non seulement par sa morphologie, mais également par sa présentation clinique. Les lymphomes non hodgkiniens, les LNH, peuvent être sous-classés en plusieurs entités de pronostic et de traitement très différents en fonction des critères. En fonction de certains critères, c'est-à-dire des critères cytologiques, histologiques, phénotypiques et génotypiques. Les critères cytologiques comprennent la taille des cellules. Est-ce que c'est un lymphome à petites cellules? Est-ce que c'est un lymphome à cellules de taille moyenne? Ou c'est un lymphome à grandes cellules, avec des noyaux ou des cytoplasmes? Des critères histologiques, donc l'architecture diffuse ou nodulaire. Les critères phénotypiques, on classe en utilisant des anticorps immunohistochimiques en lymphome B, en lymphome T ou en lymphome NK. Donc il y a des marqueurs B, comme le CD20 par exemple, le POMB B, et des marqueurs T comme le CD3.
Les marqueurs, donc en fonction de critères génotypiques, avec notamment les translocations récurrentes, pouvant être mises en évidence par des techniques de biologie moléculaire ou de cytogénétique. Il faut savoir que certains lymphomes, comme le lymphome de Burkitt, ont des translocations spécifiques. On va commencer par les hémopathies lymphoïdes matures B. Il s'agit de lymphomes ou de leucémies en fonction de leur présentation, plutôt tumorale ou leucémique, dérivant de cellules lymphoïdes de la lignée B. Les lymphomes sont actuellement classés en fonction du stade de maturation des cellules dont ils dérivent. Donc on peut, en fonction de la taille des cellules, en fonction de la morphologie, en fonction du phénotype, donc on peut classer ces lymphomes en différents sous-groupes. Il y a la leucémie lymphoïde chronique, la LLC, B, et le lymphome lymphocytique B. Ce sont des proliférations de petits lymphocytes B matures, donc retenez ça, petits lymphocytes B matures, exprimant le plus souvent le CD5 et le CD23. Là, c'est des marqueurs immunohistochimiques. Ces proliférations évoluent sur un mode chronique, mais peuvent se transformer en lymphome plus agressif. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Richter. Donc la LLC, la leucémie lymphoïde chronique, ou le lymphome lymphocytique B peuvent se transformer en lymphome plus agressif. Et lorsqu'il y a cette transformation en lymphome plus agressif, on appelle ce syndrome, on l'appelle le syndrome de Richter. Il faut savoir que la leucémie elle-même est constituée de petits lymphocytes B matures, exprimant en plus du CD20, le CD5 et le CD23. Là, c'est des marqueurs immunohistochimiques. Je ne vous demande pas de retenir ces marqueurs-là. La macroglobulinémie de Waldenstrom et le lymphome lymphoplasmocytaire sont souvent révélés par un pic monoclonal à IgM. Donc, lorsqu'on fait une électrophorèse, on trouve ce pic monoclonal à IgM. Ce sont des proliférations de petites cellules B avec souvent une différenciation plasmocytaire. Leur évolution est souvent prolongée. Les lymphomes B de la zone marginale, donc il faut connaître quand même que dans un ganglion lymphatique, sur un follicule lymphoïde, on peut trouver donc le centre germinatif du follicule lymphoïde et tout ce qui l'entoure. Il y a ce qu'on appelle la zone marginale à la périphérie et il y a la zone du manteau. Donc je ne vous demande pas de retenir très en détail tout cela parce que ça relève de spécialités hématopathologiques, mais retenez au moins les principales caractéristiques des lymphomes B. Donc les lymphomes B de la zone marginale, qu'ils soient ganglionnaires, spléniques ou extraganglionnaires, sont des proliférations de petits lymphocytes B matures. Généralement CD5 négatifs. Leur évolution est souvent indolente pendant de longues années. Donc c'est une lymphome d'évolution lente. L'atteinte gastrique, ce qu'on appelle le malte gastrique de faible grade, est le plus souvent lié à une infection à Helicobacter pylori. Je vous demande de retenir cette notion qu'il y a une bactérie au niveau gastrique qui expose à ce lymphome B de la zone marginale qu'on appelle le lymphome malte de bas grade, que vous allez revoir aussi lorsque vous allez étudier la gastro-entérologie en 4e année. Donc c'est un lymphome qui est lié à une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Les lymphomes du manteau dérivent des cellules situées en périphérie des centres germinatifs et sont liées à une translocation chromosomique 11-14, translocation 11-14, qui induit une surexpression de la sécline D1 et donc une anomalie du contrôle du cycle cellulaire. Ils sont de plus mauvais pronostic que les autres lymphomes B matures. Ok, donc il faut retenir au moins cette classification sommaire, parce que lorsque vous allez rentrer dans les détails, c'est très compliqué. Donc il faut savoir qu'il existe
ce qu'on appelle le lymphome lymphocytique B et son équivalent LLC, la macroglobulinémie de Waldenström ou le lymphome lymphoplasmocytaire, les lymphomes B de la zone marginale, le lymphome MALT au niveau gastrique et les lymphomes du manteau qui sont un peu plus agressifs et qui présentent une translocation chromosomique spécifique qu'on appelle la translocation 11-14 et qui exprime la sécline D1. Voilà les choses importantes à retenir sur cette diapositive. Donc là, c'est une diapositive, c'est une figure qui vous montre une LLC. Remarquez que ce sont de petits lymphocytes, de petites cellules, de petits lymphocytes, et que la prolifération est monomorphe, c'est-à-dire il y a les mêmes cellules partout. Et lorsqu'on a cette prolifération qui efface complètement l'architecture ganglionnaire, on évoque le lymphome à petites cellules et on fait une batterie d'immunohistochimie, c'est-à-dire plusieurs anticorps immunohistochimiques qui peuvent nous aider à classer cette tumeur, ce lymphome, en lymphome B mature. Parce que dans la LLC, on a l'expression du CD5, du CD23 et surtout du CD20, qui est un marqueur POMB. Là, par contre, vous avez un lymphome. Regardez, comparez cette diapositive à celle-là. Regardez la taille des lymphocytes. Dans cette diapositive, vous avez des lymphocytes un peu de plus grande taille, toujours monomorphes, il y a un monomorphisme. Ce lymphome, on appelle le lymphome de Burkitt, qui est un lymphome B. Donc, c'est un lymphome qui s'observe souvent dans notre région, le lymphome méditerranéen, le lymphome de Burkitt. Il est constitué de cellules à chromatine immature. Remarquez cette chromatine, vous voyez bien cette chromatine dans les ganglions. Donc, cellules à chromatine immature avec présence de macrophages dispersés, ce qui donne un aspect de ciel étoilé à cette prolifération. Et sur ce diapositive, regardez donc la radiologie du crâne qui montre des images géodiques diffuses à tout le crâne, donc des images lithiques géodes de regarder. Donc il y a des zones noires, ce sont des géodes qui sont éparses et qui sont situées sur la voûte crânienne. Et sur le plan histologique, vous avez de très jolis plasmocytes. Donc cellules à prolifération plasmocytaire. Donc vous savez que le plasmocyte contient un noyau en rayon de roue et qui est déjeté en périphérie avec un large cytoplasme éosinophile. Donc on va passer maintenant aux hémopathies lymphoïdes matures T ou à cellules NK. Les hémopathies lymphoïdes, les leucémies et lymphomes T ou à cellules NK sont plus rares que les lymphomes B. Donc, les lymphomes B sont plus fréquents que les lymphomes T. Donc ça, c'est une notion générale qu'il faut retenir. Donc les lymphomes B sont plus fréquents que les lymphomes T ou NK. Donc les hémopathies lymphoïdes T ou NK peuvent être de localisation ganglionnaire ou assez souvent extraganglionnaire. Exemple, il y a un lymphome cutané qu'on appelle le mycosis fungoïde. Donc c'est un lymphome T cutané primitif. Il faut savoir aussi, il y a une caractéristique, les lymphomes T cutanés sont plus fréquents que les lymphomes B cutanés. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à retenir pour ces hémopathies lymphoïdes T ou à cellules NK pour votre niveau. On va passer maintenant à une pathologie qui est assez intéressante, qu'on appelle la maladie de Hodgkin ou le lymphome de Hodgkin. Là, je vous demande un peu plus d'attention parce que c'est très intéressant, parce qu'il y a des caractéristiques cliniques et morphologiques qu'il faut retenir. Donc, c'est une affection tumorale du tissu lymphoïde. Elle touche préférentiellement les sujets jeunes. Donc, retenez cette notion de jeunesse dans l'atteinte par le lymphome de Hodgkin.
caractérisée par une prolifération de cellules malignes de grande taille, dont certaines, les cellules de Reed-Sternberg. Donc retenez que dans le lymphome de Hodgkin, il y a des cellules caractéristiques qui ont un nom propre qu'on appelle les cellules de Reed-Sternberg. Et ces cellules sont nécessaires au diagnostic. Ces cellules qui ne représentent que 1 à 5% de la masse tumorale, le plus souvent, elles induisent l'accumulation à leur voisinage de cellules non tumorales. Donc les cellules tumorales représentent 1 à 5%, et les autres cellules sont non tumorales. Et ces cellules non tumorales forment un granulome hodgkinien. La nature des cellules de Reed-Sternberg est restée mystérieuse pendant de nombreuses années, et maintenant on sait que ces cellules dérivent des lymphocytes B dérivant du sang germinatif. Le diagnostic est d'ordinaire fait sur la biopsie exérèse d'un ganglion lymphatique périphérique. Les traitements actuels permettent le plus souvent d'obtenir la guérison des patients. Donc, on va détailler un peu plus cette maladie d'Hodgkin. Quelle que soit la localisation, on observe une prolifération des cellules malignes associées à un stroma riche en cellules inflammatoires. C'est ce qu'on appelle le granulome hodgkinien. Donc, il y a d'une part les cellules tumorales, les cellules d'Hodgkin et les cellules de Reed-Sternberg, et d'autre part, il y a un granulome inflammatoire qui est non tumoral et qui entoure ces cellules tumorales, les cellules de Reed-Sternberg et les cellules de Hodgkin, et ce granulome est appelé granulome hodgkinien. Donc les cellules de Reed-Sternberg dont la détection est nécessaire au diagnostic sont des cellules de grande taille, un noyau multiple ou unique, mais ce noyau est particulier, il est polylobé, monstrueux, dont la chromatine est abondante et irrégulièrement disposée avec plusieurs volumineux nucléoles. Donc ce sont de grandes cellules qui contiennent de volumineux nucléoles. Et parfois ils sont disposés en miroir, les noyaux bilobés, plurilobés, qui se regardent l'un l'autre. Quand on examine comme ça la cellule, on appelle ça une image en miroir, comme s'il s'agit d'une cellule qui regarde le miroir et qui voit la même cellule en face. Elles sont de nature lymphoïde, B. Donc retenez que ces cellules de Reed-Sternberg dérivent, on sait maintenant qu'elles dérivent des lymphocytes B du centre germinatif. D'autres cellules tumorales peuvent être observées, on les appelle les cellules de Hodgkin, et qui sont des cellules tumorales aussi de grande taille, présentant des anomalies nucléaires moins marquées que les cellules de Sternberg. Et ces cellules tumorales, les cellules de Reed-Sternberg et les cellules de Hodgkin, sont entourées par un granulome hodgkinien qui est fait de cellules normales en proportions variées et qui peuvent contenir des lymphocytes, des plasmocytes, des polynucléaires neutrophiles et éosinophiles, des fibroblastes, des histiocytes et des macrophages. Ces remaniements sont fréquents et donc on peut trouver des remaniements aussi associés à ce granulome hodgkinien, par exemple une nécrose ou là une sclérose nodulaire, une fibrose nodulaire, chose qu'on va voir sur la diapositive qui va suivre. Donc vous voyez ici une représentation sur diapositive de la maladie d'Hodgkin. Donc lorsqu'on regarde bien, on va voir la présence de ces cellules tumorales de grande taille qu'on appelle les cellules de Reed-Sternberg, qui peuvent contenir donc deux noyaux qui se regardent comme dans un miroir et qu'on appelle une image en miroir. Et il y a une chromatine qui est dispersée et il y a un gros nucléole. On appelle ça un gros nucléole. Donc on les appelle les cellules. Ce sont elles les cellules tumorales, on les appelle les cellules de Reed-Sternberg. Et ces cellules sont entourées par un granulome. Les petites cellules que vous voyez là autour de ces grandes cellules, ce sont des lymphocytes, des plasmocytes, des polynucléaires éosinophiles, comme ici, donc on les voit bien, des polynucléaires éosinophiles et des polynucléaires neutrophiles. Et parfois, il y a une stromaréaction importante dans le ganglion lymphatique
comme ici. Donc tout ce que vous voyez en rose ici, c'est de la fibrose qui délimite des nodules. À l'intérieur de ces nodules, on a le granulome hodgkinien et les grandes cellules de Reid-Sternberg ou de Hodgkin. Donc maintenant on a terminé avec les proliférations lymphocytaires. Maintenant on va passer aux proliférations histiocytaires et aux proliférations mastocytaires. Donc on distingue les histiocytoses langerhans des autres histiocytoses. Les histiocytoses langerhansiennes sont des proliférations de cellules de Langerhans qui sont des leucocytes dendritiques résidant des épithéliums malpighiens et respiratoires. L'immunohistochimie est nécessaire pour confirmer l'expression de CD1A par les histiocytes tumoraux. Les histiocytoses langerhansiennes touchent plus fréquemment les enfants et peuvent s'observer aussi chez l'adulte. Elles se manifestent de façon très variable par des lésions osseuses lithiques, une atteinte cutanée, pulmonaire, ganglionnaire, hépatosplénique, etc. Donc les histiocytoses, il y a ce qu'on appelle les histiocytoses langerhansiennes et les histiocytoses non langerhansiennes. Dans votre pratique, vous allez retrouver surtout chez des enfants ces histiocytoses langerhansiennes. Donc vous allez faire le module de pédiatrie ou lorsque vous allez faire des stages au service de pneumologie ou de médecine interne, vous pouvez rencontrer aussi quelques cas d'histiocytose langerhansienne. La plupart des histiocytoses non langerhansiennes sont le plus souvent non tumorales. Elles peuvent être réactionnelles, génétiques ou infectieuses. Donc pour les proliférations mastocytaires, on les appelle les mastocytoses. La localisation préférentielle des mastocytoses cutanées, donc si vous passez dans des services de dermatologie ou en consultation de dermatologie, vous allez voir que certains patients sont suivis en long cours pour ces mastocytoses. Les formes systémiques généralisées sont plus rares et ont souvent une atteinte médulaire. Sur les biopsies cutanées, l'infiltration par les mastocytes peut être difficile à objectiver. Donc la recherche de la métachromasie à la coloration de Giemsa ou l'immunohistochimie sont souvent nécessaires. La métachromasie, c'est le changement de couleur qu'on observe lorsqu'on colore une lame qui contient des mastocytes, une lame qu'on a colorée déjà à l'hématoxylinyosine. Lorsqu'on la colore au Giemsa, il y a une métachromasie, une transformation pour rechercher ces mastocytes. Donc parfois on est obligé sur des biopsies cutanées de faire de la coloration spéciale ou même de l'étude immunohistochimique pour poser le diagnostic de mastocytose cutanée, qui est un diagnostic quand même assez spécialisé, qui est fait par des dermatopathologistes. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des tumeurs mélanocytaires. Je préfère partager ce cours en petite vidéo comme ça. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail. Et voici donc mon adresse mail. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage et au plaisir de se revoir.